Avant de vous écouter, professeur Gaillet, je pense qu'il faut qu'on revienne quand même sur cette annonce d'Olivier Véran hier soir au journal télévisé de France 2 qui annonçait donc le couvre-feu. Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, ni un confinement généralisé, ni un confinement local. En revanche, nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20h, démarrera à 18h dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avérera nécessaire. Des départements ou des métropoles de ces régions dans lesquelles le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale. Alors bonjour Stéphane Gaillet, merci d'être avec nous. Bonjour. On voulait, avant d'en venir à cette question du couvre-feu avancé de 2 heures, d'abord votre regard d'infectiologue sur les courbes de l'épidémie. Est-ce qu'elles vous inquiètent, ces courbes, à l'image de l'alerte lancée hier par le Conseil scientifique ? Ces courbes ne sont pas entièrement rassurantes. La deuxième vague n'en finit pas de s'étaler. Oui. Sa décroissance est lente, trop lente. On avait pensé que la décroissance de la deuxième vague allait être plus rapide parce qu'elle avait commencé à décroître assez rapidement. Et puis là, actuellement, la décroissance marque le pas. Donc, il est certain que ça suscite un peu d'inquiétude parce que tant qu'elle ne sera pas complètement descendue, on ne sera pas rassuré. Et il faut souligner que le début de la décroissance de la deuxième vague n'a pas été la conséquence du deuxième confinement, mais du couvre-feu, enfin du couvre-feu précédent. Les courbes épidémiques le montrent très bien. C'est le précédent couvre-feu qui a été à l'origine de l'amorce de la décroissance de la deuxième vague, et ensuite le confinement, le deuxième confinement a pris le relais. Donc cette idée d'instaurer un couvre-feu dès 18h dans une vingtaine de départements, les départements a priori les plus touchés par l'épidémie, c'est une idée qui n'est pas totalement aberrante à vous entendre. Il y a deux choses à distinguer. Il y a premièrement la départementalisation des mesures. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. On l'a réclamé depuis des mois et surtout les élus locaux, les élus territoriaux réclamaient la départementalisation parce que la France n'est pas un hexagone homogène. Ce qui se passe à Toulouse est très différent de ce qui se passe à Lille, ne serait-ce que pour des raisons de climat, mais aussi d'habitude de vie. Donc la départementalisation est une bonne chose et on sait que l'Est de la France en général, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, et puis aussi des régions plus au sud, sont plus concernés, c'est-à-dire que le virus circule davantage. Alors maintenant, la décision de choisir un durcissement du couvre-feu par rapport à ce que l'on craignait, c'est-à-dire un troisième confinement, bon, moi, j'étais moi-même sceptique à propos de l'intérêt du premier couvre-feu, parce que ça n'est pas une mesure d'épidémiologie classique. Hein, c'est une mesure de guerre. Et en fait, le premier couvre-feu a montré son efficacité. C'est ce que vous nous... Alors que le confinement, bon, il faut quand même dire que le confinement, c'est une mesure de lutte épidémique qui est utilisée depuis longtemps, et notamment en médecine vétérinaire, il faut quand même le rappeler. Et ça marche, c'est efficace, et le premier confinement avait été efficace. Alors maintenant, quant à avancer l'heure du confinement à 18h, je trouve ça un peu excessif. Mais si je puis me permettre, c'est typiquement français. On a la même chose avec les limitations de vitesse. Regardez les limitations de vitesse en ville, c'est 50 ou 30. Hein, on n'a pas de milieu, alors qu'on peut très bien mettre des limitations de vitesse à 40. Mais avec l'état d'esprit qui règne, on se dit si on met 30, les gens vont rouler à 35, etc. Et donc on n'ose pas mettre 40. Et là, c'est la même chose. Il aurait été quand même plus satisfaisant de dire 19 heures. Parce que là, 18 heures, bon, c'est pas un point de vue de médecin, bien sûr, c'est plutôt un point de vue social et sociétal. Mais 18 heures, franchement, on a à peine le temps de rentrer du travail, on n'a pas le temps de faire ses courses. De mon point de vue, c'est vraiment très tôt. Alors, et ça change véritablement quelque chose, ça, de passer d'un couvre-feu à 20h, à 19h ou à 18h, selon vous? Sachant que le but est d'éviter les soirées. Je pense que 19h, ça aurait été quand même beaucoup plus satisfaisant. Et je ne sais pas si on aurait pu mesurer la différence d'efficacité entre 20h et 19h. Mais je suis sûr qu'il y en a. Parce que ce sont vraiment des heures
très critique. De 18 à 20 heures. Il se passe beaucoup de choses. Justement, est-ce que ça ne pose pas un problème aussi dans les villes, dans les grandes agglomérations notamment? On sait que ces heures, 18h, 19h, 20h, ce sont des moments où évidemment les flux sont très importants dans les transports en commun notamment. Il n'y a pas des risques de voir apparaître des clusters encore plus importants dans les transports avec ce couvre-feu? Dans les commerces également d'ailleurs. C'est ce qu'on peut craindre. Bon, il est certain qu'il va y avoir une bousculade. Alors, on peut toujours espérer sur la tolérance des forces de sécurité, des professionnels qui sont chargés de contrôler. On espère qu'il y aura une tolérance parce que sinon, ça va être une bousculade. Et effectivement, vous avez raison. S'il y a une bousculade juste avant 18 heures, eh bien, ça va entraîner des phénomènes de concentration humaine qui vont favoriser la grande circulation du virus, c'est vrai. D'autant qu'aujourd'hui, j'espère qu'il y aura une tolérance. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les métros, les tramways, il y a des petits panneaux de signalisation qui alertent sur justement le fait d'éviter les heures de pointe. Oui, absolument. Mais on n'a pas toujours le choix. Le problème est là. Et quand on rentre du travail, eh bien, on n'arrive pas toujours à terminer exactement à l'heure. Et puis parfois, il y a des phénomènes gênants, on a des contretemps, il y a des bouchons, et donc on va se retrouver tous les uns sur les autres juste avant 18 heures. C'est vraiment une heure critique, 18 heures. Alors voilà. Pour en revenir à ce que vous nous expliquiez dès le début de cet entretien sur l'efficacité du couvre-feu qui a priori est démontré par les courbes, comment vous l'expliquez ça ? Qu'est-ce qui est efficace véritablement pour faire reculer ou en tout cas stopper cette épidémie avec ce couvre-feu? Le couvre-feu, en réalité, sans le dire, il cible particulièrement les adolescents et les adultes jeunes. Parce que c'est la tranche d'âge qui aime à se retrouver en début de soirée. Or, on sait très bien que les adolescents et les adultes jeunes sont la catégorie de la population parmi laquelle le virus circule le plus. Oui. Voilà. Et ce sont des vecteurs de virus. Ce ne sont pas eux qui font les formes graves, mais ce sont les adultes jeunes qui contribuent le plus à la circulation du virus. Donc, ça paraît assez logique sur le plan de la lutte épidémique. Mais c'est sur le plan social et sociétal que je trouve ça quand même très, très préoccupant. Mais le couvre-feu pose un autre problème, c'est que par exemple pour les soirées de jeunes et d'adolescents et de jeunes adultes, parfois on est amené à rester dormir par exemple chez le copain ou la copine. Effectivement, c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer à nouveau. Oui. Alors je voudrais vous entendre tout de même sur effectivement, pardon. Oui, je vous en prie, allez-y, terminez. Oui, c'est ce qui se passe effectivement. Et bon, vous avez tout à fait raison. Si, au lieu de rentrer chez eux avant 18 heures, ils choisissent de passer toute la nuit jusqu'au petit matin, à la levée du couvre-feu, ben là, ils vont se retrouver en forte concentration, même en promiscuité. Et donc, là, le virus va beaucoup circuler, c'est vrai. Alors, je voudrais vous entendre tout de même sur cette campagne de vaccination qui vient d'être lancée. Ça démarre assez vite, à vos yeux ? Non, ça démarre très lentement. La France est un des pays dans lequel l'effectuation de la vaccination démarre le plus lentement. On sait très bien qu'il y a une forte réticence à la vaccination en France d'une façon générale, avant la Covid-19 et les vaccins contre le SARS-CoV-2. Déjà, les Français étaient très réticents vis-à-vis des vaccins. Et là, il y a un grand courant de méfiance et même de défiance vis-à-vis de ces vaccins. Bon, il y a quand même beaucoup d'informations fausses qui circulent, des informations anxiogènes. Et donc, cette réticence s'exprime notamment par une faible avancée de la campagne vaccinale. Et puis, il y a aussi les précautions que l'on prend en France. On demande le consentement, ce qui est satisfaisant, bien sûr. Mais on se rend compte que finalement, notamment dans les maisons de retraite, les EHPAD, eh bien, l'obtention de ce consentement en bonne et due forme, eh bien, ça prend du temps et qu'il n'y a pas forcément suffisamment de médecins. Et c'est tout cela auquel on est confronté, ce qui ralentit le déploiement de la campagne de vaccination. Écoutez, merci beaucoup Stéphane Gaillet. Vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes infectiologue au CHU de Strasbourg. Et tout de suite, nous sommes avec Gilles Plattret qui va parler de l'angle plus politique du couvre-feu. Maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône. Bonjour Gilles Plattret. Bonjour.
Alors Gilles Platré, quelle est votre position sur ce couvre-feu dès 18h dans une vingtaine de départements? Dont le vôtre. Exactement, je crois que vous n'êtes pas vraiment convaincu par cette mesure. Hein. Non, mais écoutez, j'ai l'impression qu'on fait de la communication à bon compte parce qu'il faut que le gouvernement montre qu'il essaye de faire quelque chose. Je ne suis pas du tout convaincu de l'utilité de la mesure. En revanche, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle va encore embistrouiller les gens qui bossent, à la fois ceux qui devront rentrer du travail et qui vont se précipiter. Je ne sais pas comment on gérera d'ailleurs les flux de circulation. À mon avis, ça va être assez caustique sur les routes. Et puis, ça va aussi gêner surtout les commerçants parce qu'on va les obliger, après avoir fait déjà les boucs émissaires de l'épidémie dans les semaines et les mois qui viennent de passer, on va encore en faire des victimes puisqu'ils devront baisser le rideau à 18h au lieu de 19h. Donc, c'est une bêtise. Et ça s'appelle de la communication gouvernementale. Le problème, c'est qu'il y a des Français qui trinquent derrière et ça, c'est juste insupportable. Donc, cette mesure, ce couvre-feu, c'est inapplicable à vos yeux en l'état actuel? Écoutez, je pense que vous avez d'ailleurs, avec votre invité infectiologue, dit beaucoup de choses. La vérité, c'est qu'on ne prend pas le virus dans un magasin. Il y a déjà des mesures draconiennes qui sont respectées. Moi, on a tous été dans nos magasins pour les fêtes de fin d'année. On a vu à quel point les commerçants sont respectueux de la densité de clients en fonction de la surface du magasin, combien ils font attention, combien il y a du gel à l'entrée, combien les masques sont respectés. Donc, ce n'est pas de 18h à 19h que vous allez prendre le virus dans un magasin plus qu'avant. Donc, il faut arrêter de nous faire croire ça. Et ensuite, là, je corrobore complètement ce qui a été dit. Effectivement, si le public ciblé, c'est le public des jeunes, il va se passer la chose suivante, c'est que les jeunes vont s'inviter les uns chez les autres. Ça se passe déjà. Voilà. Pour éviter le couvre-feu, on reste dormir chez le copain. Et en fait, on augmente le risque. C'est pas la peine de se raconter des histoires, c'est exactement ce qui se passe. Donc finalement, c'est une mesure médiatique. Le gouvernement qui ne sait pas en fait comment gérer la crise, je ne dis pas que c'est simple à la gérer. Je ne veux pas non plus taper à bras raccourcis en étant aveugle. C'est compliqué de gérer une crise épidémique parce qu'on n'y a pas été confronté depuis des décennies. Et d'ailleurs, on n'a jamais géré une crise épidémique comme elle a été cette fois-ci. Pour autant, on est en train de prendre en grippe, pardonnez-moi de ce mauvais jeu de mots, des commerçants qui, eux, font le boulot. Et on va encore une fois rogner sur leur chiffre d'affaires alors qu'ils sont dans une fragilité économique énorme. Il y a des gens, il y a des vies. Il ne faudrait pas qu'à terme, et ça, nous, on le crie depuis des mois et des mois, il ne faudrait pas qu'à terme, parce que la crise économique va passer par là, parce que des familles vont être détruites par cette crise, on ait plus de dégâts humains à cause des mesures contre le Covid qu'à cause du Covid lui-même. Et une petite question en plus, est-ce que par rapport à cette première mesure qui est peut-être la première pierre d'autres mesures plus tard, alors il a prévenu qu'il n'y aurait pas de confinement pour l'instant mais il n'a pas dit jamais, est-ce que vous ne pensez pas que ça vous inquiète sur les restaurants par exemple, sur la réouverture le 20 janvier et puis je pense aussi aux établissements d'enseignement supérieur le 7 janvier? Moi, je suis évidemment inquiet, mais je suis inquiet parce que, effectivement, ça a été très bien rappelé tout à l'heure, nous sommes sur un plateau dont nous ne redescendons pas. Moi, je le mesure, on ne va pas se cacher les choses, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de virus qui circule. On a aujourd'hui des phénomènes de contamination qui continuent et qui d'ailleurs touchent, je pense que c'est un sujet qui mérite beaucoup d'attention, touche beaucoup les EHPAD en ce moment. On a des cataclysmes épidémiques dans un très, très grand nombre d'EHPAD, aussi bien d'ailleurs pour les patients que pour le personnel soignant. Donc, c'est une réalité. On vit avec, mais est-ce qu'on doit vivre avec en prenant des mesures qui n'ont aucun sens ou est-ce qu'on vit avec en mettant les gens face à leurs responsabilités? La première cause de contamination, c'est la cause de contamination domestique. On le dit depuis des mois et des mois. Nous, on l'a tracé avec les patients qui sont admis à l'hôpital de Châlons en réanimation. On a essayé de savoir un petit peu comment les choses se passaient. Dans la grande majorité des cas, les patients infectés par le virus l'ont attrapé dans un cadre domestique. Donc, il faut faire des campagnes de prévention, insister énormément, mais ne pas prendre pour cible des professionnels, en l'occurrence les commerçants, qui n'y sont pour rien. Or, en mettant à 18h au lieu de le mettre par exemple à 19h, si tant est qu'à 19h ça soit plus efficace qu'à 20h, mais en mettant à 18h, on cible une profession et ça n'est pas tolérable. C'est une rupture d'égalité. On ne peut pas demander aux commerçants qui sont déjà suffisamment fragiles dans un certain nombre de villes et de villes moyennes en particulier, de prendre encore la responsabilité de mesures gouvernementales qui vont les toucher de plein fouet. Gilles Platré, vous nous dites qu'il faut faire davantage de prévention, mais on en a déjà fait beaucoup peut-être depuis le début de cette épidémie, ça c'est pas vraiment. Oui. Vous savez, il faut pas qu'on soit dans l'illusion. Et ça, je vais le dire en étant aussi en responsabilité d'élu local, de croire que parce qu'une décision est prise à Paris, elle va sauver la situation.
Il faut un petit peu d'humilité par rapport à ce virus que nous ne connaissons encore pas complètement, dont nous savons qu'il peut être dangereux pour les personnes fragiles, qu'il peut être particulièrement contaminant. Donc, je ne crois pas une seule seconde que parce que M. Macron et M. Véran ont pris une décision pour occuper le terrain médiatique, parce qu'effectivement, il y avait une pression, parce que les élus l'avaient demandé pour certains, parce que la population l'attendait pour une autre part. Ce n'est pas parce qu'on prend une décision à Paris qu'immédiatement, on va régler la crise. On a pris beaucoup de décisions depuis des mois et des mois. On n'est pas débarrassé pour autant du virus. Donc quand je vous dis qu'il faut de la pédagogie, quand je parle de prévention, c'est tout simplement associer au maximum les Français en rappelant les consignes d'usage. On a un peuple qui est très discipliné. N'oublions jamais qu'on n'a jamais été dans une situation pareille. Dans l'histoire épidémiologique française, il n'y a jamais eu de confinement généralisé, ni de couvre-feu qui durait aussi longtemps. Et c'est un historien qui vous parle. Stéphane Donc Gaillet, à partir de là, la solution vient aussi de la population. C'est pour ça que je parle des mesures de précaution et de la pédagogie à faire, refaire et refaire sans cesse. Stéphane Gaillet, vous êtes d'accord rapidement avec cet effort de pédagogie nécessaire, avec cette prévention accrue qui doit être menée à vos yeux? Oui, oui. Je souscris aux propos de Monsieur le maire. J'approuve son analyse. Je crois qu'on a perdu de vue quelque chose qui est pourtant essentiel chaque fois qu'on prend des mesures coercitives, c'est le rapport bénéfice sur risque. On l'a complètement perdu de vue. Or là, avec ces mesures qui deviennent plus que contraignantes, elles sont paralysantes, eh bien, on génère des risques énormes. On sait très bien, et Monsieur le maire l'a très justement dit, on sait très bien que des commerçants sont complètement écrasés et certains ne s'en remettent absolument pas. Il y a des suicides, il y a des licenciements, enfin où il y en aura. Et je crois que j'ai l'impression que les mesures qui sont prises par le pouvoir exécutif, ça ressemble à du pilotage. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif a l'impression qu'il pilote l'épidémie comme on pilote un avion, un paquebot, etc. On freine, on accélère, et non, comme Monsieur le maire l'a dit, c'est très compliqué. La circulation d'un virus, c'est pas la circulation d'un fluide comme un autre. C'est pas un flux de véhicules. C'est beaucoup plus complexe que ça. Merci. Et là, on a l'impression qu'on ferme les robinets, ensuite on les ouvre, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Et il faudrait, je pense, oui, un petit peu plus d'humilité dans la prise des décisions, un peu moins d'assurance, et tenir davantage compte des conséquences dramatiques sur le plan social et sociétal. Merci beaucoup, professeur Gaillet. Je rappelle que vous êtes infectiologue au CHU de Strasbourg, et merci beaucoup à monsieur le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, élu Les Républicains. Merci à vous.